enregistrement pour le mettre sur Facebook. Non, pas sur Facebook, sur YouTube. Ok, si c'est bon, je te revois. Ah, génial. Donc, pour l'enregistrement, je redis bonjour à tout le monde et je vous souhaite la bienvenue sur cette conférence que je vais faire sur le lien santé entre les protéines et la santé. Et donc, je voudrais faire tomber quelques barrières, quelques on-dit, notamment sur la différence peut-être entre les protéines animales et les protéines végétales. Ça peut être un des points. Même si je ne suis pas là pour vous convertir, je disais, à la pratique nutritionnelle. Chacun ses choix et libre arbitre à tout le monde, qu'on soit omnivore, qu'on soit végétarien, qu'on soit végétalien, qu'on soit crudivore, qu'on soit végane. Chacun sa propre vie et chacun ses propres choix. Donc, je ne suis pas là pour ça. Sachant que je ne parle pas trop non plus dans ces vidéos, là, dans cette série, des sujets environnementaux, des sujets éthiques. Non pas que ce soit quelque chose qui ait une grande importance pour moi, hein, évidemment, mais on est dans un sujet qui s'appelle le pouvoir de l'alimentation, et donc il y a suffisamment de quoi faire déjà sur l'aspect nutritionnel pour se concentrer, je pense, uniquement sur ça, là, sur ces vidéos. Donc, alors, première chose, je vais insister sur l'importance de manger des protéines, de manger suffisamment de protéines. Donc, ni trop peu, ni trop. Alors, il n'y a pas beaucoup d'analyses qui nous disent ce que ça veut dire en manger trop. Mais on va quand même partir sur ce qui se fait. Je vous ai expliqué un petit peu ce que c'était que les méta-analyses au début de ces sujets, de ce sujet, le pouvoir de l'alimentation, que vous pouvez retrouver donc sur YouTube. Et en fait, une méta-analyse, c'est une synthèse d'études scientifiques qui sont faites sur un seul et même sujet. Donc, je vous disais qu'il y a une méta-analyse qui a pris en compte toutes les études, donc seulement celles de grande qualité, déjà c'est important, qui compare des alimentations plus ou moins riches en protéines. Et on a trouvé en fait une alimentation, que les recommandations officielles qui sont la base des connaissances des diététiciens, etc., très souvent est de 0,8 grammes par kilo. Et que donc, quand on avait selon ces analyses, quand la base alimentaire était supérieure à ces statistiques, à ces chiffres, ça avait un impact positif sur plusieurs facteurs de risque, comme par exemple les facteurs de risque cardiovasculaire, comme par exemple le poids, le tour de taille, les triglycérides ou bien encore les taux d'insuline. Et c'est certainement dû en grande partie en fait, au fait que, comme je vous l'ai déjà expliqué là, dans les deux précédentes vidéos, eh bien, les protéines, elles sont d'abord, plus rassasiantes, notamment parce qu'elles brûlent un peu plus de calories quand on les digère. Donc ça, c'est l'effet thermique des aliments. Ça, c'est très intéressant. Et puis donc, une alimentation un peu plus riche en protéines, elle va, comme je vous l'ai déjà expliqué en fait, les protéines vont aller créer du tissu musculaire qui va être plus bénéfique en fait au brûlage des graisses et des calories sur la journée. Et notamment quand on consomme de la viande, ça brûle un peu plus de calories à la digestion. C'est ce qu'on appelle l'effet thermique des aliments. Donc, quand on a une alimentation qui est un peu plus riche en protéines que ce que l'on nous conseille, eh bien, ça va permettre en moyenne d'avoir un meilleur contrôle sur son poids. Ça va me permettre d'avoir un meilleur contrôle sur sa masse grasse, surtout la masse grasse abdominale. Et encore une fois,
un grand facteur de risque pour les problèmes métaboliques, c'est quelque chose de logique en fait, c'est que on a cet effet-là en fait pour rester, comment je peux dire ça simplement, l'impact en fait des protéines, toutes sources confondues, a un effet positif sur tout ce qui est rétention de graisse abdominale, etc. Voilà pourquoi c'est important d'avoir une belle consommation de protéines. Donc maintenant, on pourrait se poser une autre question, en fait, qui est par exemple de savoir comment on pourrait formuler cette question-là par rapport à la qualité des protéines, peut-être. Je suis en train de chercher pour avoir une question qui soit assez compréhensible et plus claire. C'est par rapport à ce que les gens pensent, qu'est-ce que ça veut dire que trop consommer de protéines, peut-être? Ça peut être la question. Qu'est-ce qu'une trop grande consommation de protéines? Puisque c'est une question que beaucoup de gens se posent et c'est une question qu'on me donne souvent, en fait, quand je fais des bilans nutritionnels. On me dit « Ah oui, mais moi, je ne veux pas tomber dans le surprotéine, ou je ne veux pas tomber dans l'excès protéiné, ou des choses comme ça. » Donc, on pourrait essayer de répondre à cette question. Alors, c'est un gros problème, en fait, parce qu'il n'y a pas de définition officielle sur qu'est-ce que c'est qu'une trop grande consommation de protéines. Et c'est plus que si on se base, par exemple, sur les quantités recommandées par les agences officielles des pays occidentaux. Donc, je l'ai dit déjà, c'est 0,8 grammes par kilo de poids. C'est un chiffre qui n'a aucun sens, puisqu'en fait, cette quantité de 0,8 grammes par kilo de poids de protéines, en fait, elle est basée sur en fait, c'est la quantité calculée sur la base de ce qu'on appelle la balance azotée. La balance azotée, c'est une technique qui a quelques limitations. On peut regarder aussi, par exemple, si les agences donnent, s'il y a d'autres agences qui donnent des fourchettes un peu plus grandes, peut-être, que le 0,8. Alors, c'est le cas en France. Si on prend par exemple les chiffres de l'INSS qui indiquent comme satisfaisant un apport entre 0,83 et 1,2 g par kilo de poids corporel par jour, bien sûr, et pour un adulte de 60 kg, je dirais que partant de là, c'est difficile de définir ce que veut dire une alimentation trop riche en protéines par rapport à ces chiffres. Maintenant, il y a une autre question qui se pose, c'est la question santé par rapport aux reins. Est-ce qu'on peut éliminer une grosse quantité de protéines? Et qu'est-ce que veut dire grosse quantité de protéines pour les reins? Donc, pour faire simple, les reins ont justement comme rôle en fait d'aider à se débarrasser des déchets azotés issus du métabolisme des protéines, comme on l'a vu. Donc, on a par exemple comme déchets l'urée, la créatine, l'acide urique. C'est ce qu'on appelle la fonction rénale. On va mesurer cette fonction rénale en mesurant ce qu'on appelle le débit de filtration. Enfin, le terme exact, c'est débit de filtration glomérulaire. Certains la connaissent par DFG. Si vous faites régulièrement des prises de sang, vous pouvez regarder ces petites lettres DFG. Ça va vous donner en fait votre débit de filtration par rapport aux protéines. Donc, en laboratoire, on fait simplement une prise de sang et on compare le résultat avec une formule. Donc, on a besoin de votre âge, on a besoin de votre poids et on a besoin de votre sexe. Et c'est comparé par rapport à des moyennes.
Et quand la personne a une DFG basse ou en baisse, en tout cas, par rapport à ses chiffres d'avant ou basse par rapport aux moyennes, eh bien, on dit que on utilise cette info-là, en fait, comme étant un problème de la fonction rénale qu'on doit compléter après par une analyse d'urine, notamment. Voilà. Alors, la dernière méta-analyse, puisque je vous parlais de ça tout à l'heure, sur le sujet, qui était en 2017 à propos des protéines, montre que manger plus de protéines chez les adultes sans problèmes rénaux augmente la DFG et surtout n'augmente pas l'excrétion urinaire d'albumine. Et l'albumine, en fait, c'est un signe de maladie rénale. Les auteurs de cette méta-analyse, en fait, alors je pourrais les citer, en fait, pour expliquer que ce n'est pas mes mots, mais dans la méta-analyse, ils disent une part de ces changements peuvent être interprétés comme étant des mécanismes d'adaptation physiologique provoqués par l'augmentation, par exemple, des protéines, sans aucune importance, hein, il n'y a pas de sélection, d'accord? On ne fait pas de différence entre protéines animales et protéines végétales, et ce, sans aucune pertinence clinique. Ça veut dire que c'est des tests qui ont été faits, encore une fois, sur des sujets sans facteur de risque et sans problème rénaux. D'accord? Alors, il précise aussi dans cette méta-analyse que comment je peux dire, les auteurs, en fait, précisent qu'il y a des sujets à risque, comme par exemple l'obésité, qui est un facteur de risque à part entière, par rapport à la fonction rénale. D'accord? Pas par rapport aux protéines, mais par rapport au fait que quand on est en surpoids important ou en obésité, nos reins fonctionnent moins bien parce qu'ils ont beaucoup plus de choses à filtrer, tout simplement. Donc, les personnes qui sont concernées avec un fort surpoids ou en obésité devraient, par principe de précaution, se limiter à leur apport en protéines avec un maximum de, on l'estime à 20-25% de leur apport calorique journalier. Et encore une fois, c'est quelque chose qui est à calculer au fil des mois si les personnes suivent un programme nutritionnel avec leur coach et par rapport à leurs résultats, c'est-à-dire par rapport à leurs pertes. D'accord? Donc, si les quantités de cette méta-analyse mettent d'un côté les personnes avec une alimentation à haute teneur en protéines, comme consommant en moyenne 1,8 g, et ceux d'un groupe normal qui consomment en moyenne 0,9 g par kilo de poids, donc c'est-à-dire seulement 16% de leur apport calorique sur la journée, eh bien, en fait, ces données-là, elles semblent ne pas montrer, je vais dire, de danger, en fait, pour une consommation d'au moins 30% des calories chez les sujets en protéines. Alors, peut-être mes chiffres sont un peu compliqués à comprendre. C'est juste les résultats de la méta-analyse, en fait, que je vous explique. Mais la conclusion, en fait, c'est pourquoi alors diminuer les apports de protéines chez les personnes montrant des insuffisances rénales juste parce que leurs reins ne fonctionnent pas correctement et que donc le corps ne peut pas bien s'adapter à une augmentation de l'apport en protéines. Voilà pourquoi il faut respecter le 20 à 25%. Maintenant, en général, selon la situation personnelle des personnes, selon leurs facteurs à risque, eh bien, on va leur conseiller de tourner autour de 0,8 à 0,9 g par kilo de poids. Peut-être je pourrais vous donner une petite information qui vient de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui explique que alors, en fait, je tiens ça dans un rapport qu'on doit pouvoir télécharger d'ailleurs si on va sur l'OMS. C'est le rapport sur les protéines. Ils ont fait un rapport, notamment quand ils ont expliqué les dangers de la viande par rapport au cancer, et ça, je ferai une vidéo spéciale là-dessus. Mais donc, dans son rapport, l'OMS sur les protéines indique que
les preuves sur les risques d'un potentiel régime riche en protéines sur la fonction rénale chez les individus sains, ça ne tient pas à l'examen. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun chiffre. C'est impossible à prouver qu'un excès de protéines joue sur les reins d'un individu sain. En conclusion, sur ce sujet des protéines et des reins, toutes les données actuelles donc, ne permettent pas à l'attaque de l'alimentation de dire qu'une augmentation très riche en protéines, je veux dire entre guillemets, puisqu'on ne sait pas ce que c'est que les chiffres exacts, c'est-à-dire en tout cas au-delà de 30% des apports en calories sur la journée. Donc, on peut, si on veut chiffrer, on va dire au-delà de 2,2 grammes par kilo de poids corporel, eh bien, ne poserait un risque chez le sujet sain, sans facteur de risque, en fait. Ce qui ne veut pas dire non plus que tout le monde doit manger autant, d'accord? Là, je vais vous faire un petit signe et puis aller voir les vidéos qu'on a fait lundi et puis jeudi dernier, où je vous montre par tableau les quantités, en fait, comme on l'a déjà vu. D'accord? Donc, ne faites pas d'excès. Parce que c'est évident, en fait, qu'il y a bien sûr d'autres facteurs à prendre en compte par rapport à sa quantité idéale de protéines, qui est pour moi, la quantité de protéines est vraiment à personnaliser fortement selon les différents critères de la personne, comme son taux d'activité physique, par exemple, ou bien son alimentation, sa richesse en fibres, etc. Mais bon, tout ça, je vous l'ai déjà expliqué. Et puis, ça dépend aussi si les protéines arrivent de différentes sources ou pas. Parce que chaque source de protéines n'a pas le même ou les mêmes effets sur la santé. Et plus vous augmentez vos apports, et plus ça vous oblige en plus à diminuer les quantités d'autres aliments à apport calorique constant. Faut donc trouver en fait le juste milieu qui permet de maximiser, je vais dire, le ratio protéines autres nutriments, donc bénéfice santé. Voilà, pour vous trouver le vôtre. Donc, comme je l'ai dit lundi, je crois d'ailleurs, chaque aliment va avoir des composés qui vont avoir des effets positifs ou des effets négatifs. C'est pour ça qu'on reparlera des viandes demain. On peut aussi, par exemple, parler des effets bénéfiques quand on va chercher ces protéines dans le poisson, et bien notamment les poissons gras sont riches en oméga 3. Quand on va chercher ces protéines dans les lentilles ou les légumineuses, eh bien, on va enrichir son alimentation en fibres. Quand on va chercher les protéines dans certaines viandes, eh bien, elles vont être plus riches en graisses saturées. Et donc, ça va porter préjudice à nos artères, notre tension, des choses comme ça. Ou nos reins. Donc, ça rend compliqué, en fait, de mesurer l'effet distingué de ces aliments. C'est que ce qu'on peut d'ailleurs observer souvent dans les pays riches, en fait, qui sont les plus gros consommateurs de viande, surtout de viande rouge d'ailleurs, et ont aussi tendance à manger moins de légumes, moins de fruits que ce qui est préconisé, en tout cas que leurs besoins physiologiques, voire à faire peu de sport, alors que les végétariens, eux, ont en moyenne une meilleure hygiène de vie, on va dire. Si on se penche sur les personnes atteintes de diabète de type 2, les protéines animales sont plus riches en acides aminés branchés. Ces 3 acides aminés spécifiques que les sportifs connaissent bien, que l'on retrouve souvent en complément alimentaire d'ailleurs, si je ne cite que la leucine, l'isoleucine ou la valine, et aussi des acides aminés soufrés, comme on a la méthionine ou bien la cystéine. Donc, ça, c'est les acides aminés qu'on va découper et qui font partie de la viande rouge. Eh bien, il y a des travaux qui ont montré un lien en fait entre ces acides aminés
alors, surtout sur la leucine, les travaux et la méthionine, mais en tout cas sur chacun de ces 5 acides aminés, qu'il y a un risque plus élevé de résistance à l'insuline. Et donc, pour y voir un peu plus clair, il y a une étude qui a voulu montrer, en fait, pour détailler clairement, en fait, quelle est la différence et l'impact par rapport à ces types de protéines. Donc, c'est une étude de 2017. Ce sont des chercheurs allemands qui ont examiné, en fait, des patients qui étaient déjà atteints de diabète de type 2 et ils leur ont donné une alimentation enrichie en protéines avec un groupe basé sur les protéines animales et un groupe basé sur les protéines végétales. Alors évidemment, hein, dans les 2 groupes, pour que ce soit une étude de qualité, eh bien, les personnes ont consommé exactement le même nombre de calories de protéines, de calories de lipides et de calories de glucides. 6 semaines, donc ils ont fait ça pendant 6 semaines. Au bout de ces 6 semaines, les chercheurs ont pu observer qu'il n'y avait aucune différence dans les marqueurs métaboliques, c'est-à-dire la sensibilité à l'insuline, aucune différence dans le fonctionnement rénal. Et la conclusion, en fait, a été de dire que le groupe de végétariens qui a eu des aliments enrichis en protéines de pois, pour faire vraiment la distinction, en fait, hein, si vous voulez, entre l'effet du profil en acides aminés et puis l'effet des autres composés. Donc, comme c'était de l'extrait de protéines de pois, on n'a pas pu faire la différence avec notamment les autres composés des apports en protéines végétales, comme par exemple les fibres et les phytonutriments, qui ont un rôle important dans la filtration des protéines. Alors, cette étude, elle est très intéressante, mais elle ne correspond pas à des conditions de vie réelles, puisque dans la réalité, en fait, on va plutôt manger des aliments entiers, pas juste de l'extrait de protéines de pois. En général, on les mange dans leur entier. Donc, alors de pois cassés, hein, c'est important de préciser. Donc, c'est préférable, en fait, ou c'est probable, je vais dire, que l'effet positif des protéines végétales vient de l'ingrédient de l'aliment dans son entier, donc de ses autres composés, comme les fibres, les antioxydants et les phytonutriments, etc. Voilà pourquoi je pense que cette étude, qui est très intéressante certes, ne donne pas de résultats probants entre la différence par rapport à l'insuline. Alors, j'ai parlé des diabétiques, j'ai parlé de… Donc maintenant, ce que j'aimerais vous faire tomber aussi comme on dit, c'est le sujet des os. Il y a un sujet qui est souvent cité quand on parle d'augmenter les protéines dans une alimentation, c'est leur effet sur la santé osseuse. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les protéines sont absolument indispensables à la formation de la matrice osseuse. Mais il y a 2 hypothèses qui sont contradictoires et qui circulent depuis très longtemps. Ça doit circuler depuis les années 60-70. D'un côté, les protéines seraient donc bénéfiques à la structure osseuse, mais d'un autre côté, il y a cette fameuse théorie de la balance acido-basique, dont vous avez certainement déjà entendu parler, qui indique que le métabolisme des protéines augmente en fait l'acidose, en fait, l'acidose à long terme va affaiblir ou affecter les os. En tout cas, c'est ce qui se dit, à cause de la libération de bicarbonate contenu dans le tissu osseux, dont le corps se sert pour temporiser en fait les acides. C'est exactement ce qui se passe quand vous consommez des produits laitiers. C'est-à-dire vous consommez des produits laitiers riches en calcium. Non, on fera un truc sur le calcium. De toute façon, je vais faire une vidéo spéciale par rapport à ça, par rapport aux minéraux. Mais donc, quand vous consommez des produits laitiers, vous créez de l'acidité sanguine et
le bicarbonate de vos eaux va aller temporiser l'acidité de votre sang. Et c'est pour ça que les produits laitiers qui sont riches en calcium, mais c'est un calcium qui ne se fixe pas et qui provoque l'ostéoporose au niveau de vos os. Alors, j'en reviens à mes protéines. Donc, on a dit que certains disaient que les protéines faisaient de l'acidose. Ça a donné, c'est pas une étude, hein, c'est juste un on-dit. Ça a donné à toutes ces méthodes vous savez, tous ces livres en fait autour du régime acido-basique qui a en fait simplifié à l'extrême jusqu'à même caricaturer pour certains des trucs complètement ouf. Mais ça en a même poussé certains à raconter n'importe quoi sur cet effet. Ce que vous devez retenir, juste, c'est que pour choisir son alimentation, ce que vous pouvez entendre ou lire sur ce critère d'un aliment qui serait soit acide, soit basique, c'est essentiellement, malheureusement, du pipeau. Plutôt pseudo-scientifique qu'autre chose. C'est-à-dire qu'on a extrait certains termes des aliments dits acides ou dits basiques pour en faire toute une méthodologie nutritionnelle, mais sans se reposer sur des vraies études, etc. Donc, parce que en fait, le corps humain va acidifier ou basifier l'aliment selon à quel moment il l'ingère et ce que vous mangez, etc. Les effets sont totalement différents. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ça? Il y a toujours en 2017, il y a une revue systématique, c'est un peu comme une méta-analyse en fait, qui a trouvé qu'une alimentation plus riche en protéines était au contraire bénéfique pour la densité osseuse. Donc moi, je préfère me fier à ça. Je préfère les méta-analyses et les revues scientifiques que les pseudo-extraits de personnes qui souhaitent plutôt vendre des livres qu'autre chose. Donc, si on part de là, on arrive à une nouvelle question peut-être. Est-ce qu'il y a une éventuelle différence entre la protéine animale et la protéine végétale? Ça peut être une question. Alors, toujours dans cette revue systématique qui a été faite là, en 2017 sur ce sujet, il y a, alors, sachant que la plupart des études en fait, comparent les effets des protéines laitières et les protéines du soja. Donc, elles ne sont pas assez, pour moi, le panel n'est pas assez large. Mais on va se fier à ces études-là, puisque c'est les seules que l'on ait en notre possession. Eh bien, en fait, elles ne révèlent aucune différence entre l'assimilation de la protéine végétale ou la protéine animale. Et il n'y a pas non plus de risque pour les os, ni avec l'un, ni avec l'autre. Donc, c'était ça l'important. Pour résumer, parce que là, on a dépassé nos horaires. Par rapport aux connaissances actuelles, les protéines, toutes sources confondues, sont plutôt bénéfiques pour la santé osseuse, sachant que la densité osseuse, en fait, découle de bien d'autres facteurs, comme bien sûr notre alimentation, si elle est enrichie en aliments riches en calcium, comme les épinards, les brocolis, les choux verts, etc. Et puis aussi, donc on en reparlera du calcium, je vous ai dit, mais aussi riche en vitamine D, votre exposition, etc. Et surtout votre activité physique. La densité osseuse dépend de votre activité physique. Conclusion finale, la distinction entre les protéines animales et les protéines végétales n'est pas du tout pertinente. Chaque aliment va avoir des avantages et des inconvénients. Et il ne faut pas oublier en fait le contexte de l'alimentation générale de la personne
Je rappelle qu'on peut, par exemple, être un végétarien ou un végétalien et ne manger que des produits ultra transformés et donc avoir une mauvaise santé, ou bien manger un peu de viande, mais beaucoup de légumes, légumes frais, des aliments bruts, etc., et avoir une pleine santé. Donc, justement, la prochaine vidéo, eh bien, je reviendrai sur les problèmes liés spécifiquement à la viande, à la consommation de viande, avec ce sujet que l'OMS a lancé du cancer. Donc, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain.